Nous abordons la quatrième cause de douleur thoracique cardiovasculaire. Il ne me reste plus qu'un quart d'heure. Alors la péricardite aiguë. Là encore, vous aussi, vous pouvez tous faire une péricardite aiguë, parce que la plus fréquente est la péricardite aiguë bénigne et récidivante. En gros, vous avez fait une petite grippe, et puis, pour une raison ou pour une autre, vous allez avoir une réaction inflammatoire au niveau du foyer péricardique, et vous allez avoir une douleur qui peut être assez typique, mais bon, à 20 ans, c'est quand même assez rare, sauf si vous prenez la cocaïne, d'avoir des véritables douleurs angineuses liées à la maladie coronaire. Pourquoi la cocaïne? Parce que la cocaïne provoque des spasmes coronaires massifs, comme d'ailleurs beaucoup de ce genre de drogue, et peut être mortelle à cause de ça. Revenons sur la péricardite aiguë. C'est une douleur rétrosternale qui est variable dans le temps et l'espace. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le matin, vous voyez votre patient, il a une douleur à peu près là, et l'après-midi, vous revenez, elle est plutôt un peu à droite, elle s'est déplacée, elle est mobile. Ça, c'est très typique. Tout simplement parce que le liquide péricardique se déplace dans le péricarde et peut être mal perçu, et que cette inflammation donc est variable. Elle est augmentée à l'inspiration. Ça, c'est typique. D'accord? C'est normal, parce que quand vous augmentez l'inspiration, qu'est-ce que vous faites? Vous augmentez la pression intrathoracique, et donc vous appuyez un peu plus là où ça fait mal. Il faut rester très, très, très clinique. Il ne faut pas accepter dès la deuxième année d'avaler des trucs que vous ne comprenez pas. Il faut réagir. Elle est soulagée, penchée en avant. D'accord? Ça, c'est très typique. Et en général, les patients, ils n'aiment pas être allongés. Ils sont plutôt mieux assis, et même assis, penchés en avant. Donc, on est dans un contexte grippal. Il y a les signes d'accompagnement, du contexte grippal, la fièvre, etc., petite altération générale, petite crève. Et à l'auscultation, vous avez un frottement péricardique. Et ce frottement, c'est un petit... C'est de cuir neuf, vous voyez, comme c'est quelque chose d'assez... Bon, vous allez commencer à ausculter. Est-ce que vous avez tous acheté un stéthoscope? Bon, dommage. C'est quand même un investissement important, même pour les chirurgiens. Et donc, ce frottement, il va bouger. Vous allez ausculter à 8 h du matin, vous revenez à midi avec votre chef de clinique ou avec votre interne, et il vous dira « mais non, j'entends plus rien ». « Ah ben si, mais j'entends, mais c'est plus haut ». Et puis vous verrez qu'en fait, ça a bougé. Donc la douleur est variable, l'auscultation est variable, le CG est variable. Le CG, vous avez un sus-décalage de ST, un vrai sus-décalage, mais vous n'avez pas de miroir. Moi, j'ai eu nombre de patients comme ça arrivés par le SAMU avec douleur typique, et puis sus-décalage de ST, me dit vite, 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 c'est une urgence vitale. Moi, je dis, mais écoutez, je m'excuse, mais il manque le miroir. Je vous fais la choro, mais je suis prêt à parier avec vous qu'il n'y a pas de lésion coronaire. Et rien que cette petite précision qui est très, très, très spécifique permet de dissocier un infarctus du myocarde d'une péricardite. L'échographie cardiaque, alors elle est variable. Je vous montre l'électrocardiogramme. Donc vous voyez, vous avez initialement, vous avez cette espèce de sus-décalage, et puis parfois, très rapidement, ça peut passer en sous-décalage. Tout simplement pourquoi? Parce que comme je vous le dis, l'épanchement va bouger, et l'électrocardiogramme aussi va bouger. Tout va bouger en fait. Donc l'échographie cardiaque est l'examen clé. C'est d'ailleurs l'examen clé dans les douleurs thoraciques. Il faut le plus souvent faire un électrocardiogramme et une échographie cardiaque. Je l'aurais suffisamment répété. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit soit un épanchement péricardique. Alors là, c'est un peu compliqué pour vous, mais vous imaginez une coupe transversale. Vous voyez, j'ai mon cœur qui est là. Vous voyez mon petit rond là? Vous voyez quand je bouge là ou pas? Oui. Donc là, vous avez le cœur coupe transversale, c'est-à-dire coupe petit axe, d'accord, en saucisson. Et vous avez là la paroi du cœur, et là vous avez un espace, vous voyez, et cet espace en fait qui est là, c'est tout simplement du liquide dans le péricarde, qui est une poche. Il y a un feuillet péricardique interne et un feuillet externe. Et c'est lié au fait que c'est quelque chose de tout à fait génial, c'est pour éviter les frottements, parce que le cœur ne s'arrête pas de battre, et on peut comprendre facilement qu'on fasse une péricardite, c'est-à-dire qu'il y a une inflammation du péricarde. Et donc quand vous êtes en coupe ici, vous voyez le ventricule droit, le septum interventriculaire, la paroi du ventricule gauche, et là vous voyez deux choses. Un qui a un décollement, il y a un vrai décollement du péricarde, et il a carrément un épanchement, vous voyez. Ça n'existe pas cette zone noire ici. Ça veut dire qu'il y a tout simplement une zone liquidienne.
Et puis là, c'est un peu plus compliqué, mais on voit bien que le péricarde ici, il est beaucoup trop blanc. Ça veut dire que, j'ai pas dit trop blanc, trop blanc. Ce qui veut dire qu'il est inflammé, épaissi. D'accord? Donc on peut avoir par l'échographie cardiaque un diagnostic très clair. On ne va pas faire de scanner, on ne va pas faire d'IRM, on fait une bonne échographie cardiaque et ça suffit largement, notamment pour le suivi. Donc là encore, on hospitalise le patient et le traitement, c'est bien sûr les anti-inflammatoires SPGIC à forte dose, mais surtout le repos. Et comme on ne se repose pas parce qu'on dit oh, bah, c'est pas grave, eh bien, la péricardite aiguë bénigne, eh bien, elle récidive un mois après. Et ça, c'est très fatigant. Voilà, là vous voyez bien, c'est encore mieux. Hein. Vous voyez le ventricule gauche, les piliers, et puis ici, vous voyez qu'il y a un énorme épanchement chez ce patient. Et il ne reste plus que 8 minutes pour faire les douleurs thoraciques non cardiovasculaires. Ce n'est pas que nous les méprisons, mais c'est parce qu'en fait, il faut d'abord éliminer douleur angineuse, qui peut être un syndrome coronarien aigu, dissection, embolie pulmonaire et péricardite. À chaque fois, il faut. Et quand on a élimine tout ça, eh ben on fait quand même, on s'intéresse aux poumons. Donc la pneumopathie. Et bien dans la pneumopathie, vous pouvez, bien sûr, vous avez un patient qui est fébrile, qui tousse, qui est essoufflé. Quand il a une douleur thoracique intense, eh ben c'est quelque chose de très typique dans la pneumopathie. Et en fait, c'est quelque chose que vous rencontrerez hein, dans les services cliniques où vous irez. Les gens ont des douleurs. Alors, maintenant, on va passer à l'épanchement pleural. On a dit que la péricardite, ça faisait mal. Ben, l'épanchement pleural aussi, il a le droit de faire mal. Ce n'est pas normal d'avoir un épanchement, un liquide. Tous les tissus sont innervés, y compris la plèvre et le péricarde. Et la plèvre, ça va faire mal. Alors, ça peut être deux types d'épanchements. L'épanchement, mais je ne suis pas pneumologue, mais je ne vais pas vous faire un cours sur les épanchements, mais quand même. Vous avez deux types d'épanchements. Quel type d'épanchement? Tout de suite du sang. De l'air, exactement. C'est ça qui vous menace, vous. C'est le pneumothorax du jeune. D'accord? Pardon? Alors, on y arrive. Mais d'abord, le pneumothorax, c'est idiot. Mais avant d'envoyer quelqu'un se faire une coronographie en urgence, quand on a moins de 30 ans, on fait une bonne radio pulmonaire en inspiration et expiration forcée, et on voit bien qu'il y a une zone hein, où il y a de l'air au sommet, et parfois on peut avoir un poumon complètement affaissé, et ça fait mal d'abord. Parfois c'est accompagné par un essoufflement quand le poumon est complètement obstrué par l'air dans la plèvre. La pleurésie, bien sûr, quand on a une pneumopathie, pleuropneumopathie, alors la pleurésie peut être soit infectieuse, soit pas infectieuse, soit post-opératoire. En post-opératoire d'une chirurgie hépatique, vous pouvez avoir un épanchement pleural réactionnel. Hein, c'est tout près. Et avoir des fortes douleurs. Votre patient, il ne fait pas d'embolie pulmonaire, il ne fait pas d'infarctus, il a juste un épanchement pleural. D'accord? Donc c'est quelque chose qui peut éventuellement se drainer et qui peut se traiter simplement. Encore une fois, la radio pulmonaire, comblement des cul-de-sac, et éventuellement le scanner. Mais là, c'est dommage de faire un scanner pour voir un épanchement pleural. Bon, et puis il y a les cancers qui font mal. Hein, parfois, un cancer en général ne fait pas mal, mais il peut occasionner des douleurs suite à un épanchement pleural. Voilà, donc c'est toujours pareil, électrocardiogramme, radio pulmonaire, on élimine un infarctus, on élimine une dissection aortique, etc., etc. Et puis la radio pulmonaire, on dit, attendez, il a un épanchement pleural, stop. Hein, on va pas... Donc, c'est ce que je disais, douleur augmentée à l'inspiration, là aussi, hein, tout simplement. Pourquoi? Parce qu'à l'aspiration, vous bougez la plèvre, et en bougeant la plèvre, vous faites mal. D'accord? Donc, comme je l'ai écrit sur cette diapositive, pneumothorax, épanchement liquidien, c'est le grand succès de la radio pulmonaire. Il ne me reste plus que 5 minutes pour parler des névralgies cervico-brachiales. Bah, ça, tout simplement, là, on rentre dans les douleurs, entre guillemets, dites non sont thoraciques, limite, hein, mais on peut avoir des douleurs dans le bras qui parfois peuvent irradier dans l'épaule et qui sont simplement des douleurs de compression neurologique. D'accord? Les douleurs pariétales, bah, tout simplement, c'est la fameuse douleur chondrocostale chez le patient un petit peu âgé ou qui s'ennuie. Bah, comment est-ce que vous, à l'examen clinique, vous appuyez dessus, ça fait mal. Hein. Donc ça, c'est pas un infarctus, et c'est pas une embolie pulmonaire, et c'est pas une dissection aortique. Hein. La palpation du thorax qui fait mal, c'est simple, c'est une douleur chondrocostale. Irradiation d'autres douleurs, voilà. Donc douleurs digestives projetées, telles qu'une cholécystite aiguë ou une pancréatite, qui peuvent donner des douleurs. Dans la cholécystite aiguë, vous avez une douleur qui remonte
dans l'épaule, en bretelle, hein, qui est bien décrite, que vous décriront mes collègues gastro-entérologues. Donc, en pratique, je crois qu'on a terminé avec 2 minutes d'avance. Je reviens justement, grâce à une minute de vacances, sur la douleur thoracique, l'examen clinique, l'interrogatoire est capital, la palpation, hein, c'est assez simple, diagnostic de douleur chondrocostale à la palpation, l'auscultation, les frottements, etc. L'auscultation pulmonaire, qui verra que vous pouvez diagnostiquer aussi à l'auscultation un épanchement pleural. La percussion, hein, qui retrouve une matité de l'épanchement pleural, au contraire, un hypertympanisme du pneumothorax. Et l'examen complémentaire, je vais vous les reciter pour mémoire. L'électrocardiogramme et la radio pulmonaire, ils font partie du kit immédiat du patient. Il arrive, hop, il a droit à son ECG, sa radio pulmonaire. Mais l'échographie cardiaque est l'élément clé. Et comme vous l'avez pu le voir, l'angioscanner, que ce soit dans la dissection ou dans l'embolie pulmonaire, est un examen absolument clé. Vous vous souviendrez de ce cours, vous vous rappellerez que je vous avais dit, méfiez-vous, vous risquez d'en avoir besoin. Je crois que c'est ma dernière diapo. Non, il y a les douleurs non organiques. Alors ça, c'est les douleurs de gens voilà, qui ont moins de 30 ans, des femmes non ménopausées, ce contexte de stress, d'anxiété, douleurs chroniques évoluant depuis plusieurs semaines. La douleur, elle est ponctiforme. Les gens, quand ils montrent le... Là, quand vous voyez quelqu'un qui vous dit « j'ai très très mal et tout » et qui vous montre la douleur avec le doigt, en général, voilà, pas de... Mais il faut quand même faire l'examen clinique, l'échographie cardiaque et le CG. Voilà, je crois que j'ai terminé. Est-ce que vous avez des questions? Oui? Parce que dans ces cas-là, le cœur retrouve un peu plus de place dans le médiastin. C'est une question de positionnement, hein. Le liquide, il va vers le bas. Enfin, c'est positionnel, hein. Et c'est positionnel, c'est pour la même raison que lorsqu'on inspire fort, ben, là c'est positionnel, c'est les poumons qui vont appuyer sur le cœur. Eh bien, si vous n'avez pas de questions, je vous souhaite une bonne semaine. Je crois qu'on va se revoir sur la dyspnée et sur les facteurs de risque.